Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième épisode de Life of the Magic. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette émission. Et aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir 3 nouveaux sujets. Mathias, est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais tout à fait, merci Chloé. Alors aujourd'hui, 3 nouveaux sujets. Tout d'abord, on va aller à la rencontre des personnes en charge de la maintenance des trains, donc le Disneyland Railroad. Et ensuite, on va retrouver les équipes en charge de la maintenance des audio animatronics sur Pirates des Caraïbes, pour enfin finir sur... Avant d'aller au pied du château de la Belle au Bois dormant, qui connaît actuellement une réhabilitation d'envergure, et on va aller à la rencontre des personnes en charge de ce projet pour vous en dire un peu plus. On y va? On se retrouve tout à l'heure? Bon visionnage! À toutes! Alors Julien, écoute, on est très heureux de te rencontrer. Merci de nous accueillir ici à la gare de maintenance des trains du Disneyland Railroad. Ça fait plus de 7 ans que tu travailles ici sur cette attraction assez emblématique du parc. Ouais. Et on avait envie que tu nous montres un peu ce que toi et les autres équipes, bien sûr, de la maintenance, faites sur les trains actuellement pendant cette fermeture. Tu nous montres ça? D'accord. Je vous invite à passer à l'intérieur du garage. Allons. Donc, on se trouve à l'intérieur du garage dans lequel on peut stocker 3 trains, tout en sachant qu'on dispose de 3 locomotives, dont une qui se prénomme le Holiday, qu'on a ici devant. À côté, le Cody qui est en partie démonté, le Washington, et une partie de l'Eureka qui se trouve au fond de l'atelier. Nous, notre activité est d'entretenir, de mettre à disposition les trains tous les matins pour les opérationnels. L'opération qui se fait là pour le moment, c'est une décennale. Donc la décennale, justement, le but c'est de mettre la chaudière complètement à nu. On fait appel à une société extérieure qui vient s'assurer que la chaudière en elle-même n'est pas corrodée, qu'elle ne présente pas de défauts et qu'elle résiste bien aux pressions qu'on peut attendre d'une chaudière en fonctionnement. Alors, c'est des chaudières, alors pour partie, elles sont galloises et britanniques, en fait. Donc, ils sont partis de vraies locomotives américaines qui existaient, donc ils les ont réduites. Tu nous montres un peu comment ça fonctionne? Voilà. Donc, pour les faire fonctionner, le but, c'est de produire de la vapeur. Ouais. Comme à l'origine, produire de la vapeur. Donc, pour produire de la vapeur, il nous faut de l'eau et un combustible. Donc, on fait chauffer de l'eau, on crée de la vapeur qu'on vient stocker pour pouvoir faire fonctionner le train. Alors Julien, on voit les séparations entre les wagons en plastique. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le premier confinement, la solution qui avait été entreprise, c'était de créer une forme de protection pour les visiteurs qui répondent à la distanciation qui avait été évoquée par le gouvernement. Est-ce que tu connais la longueur d'un train? Alors, à peu près. C'est à peu près, le train long, c'est 60 mètres de long. Ah, quand même. Ouais, 60 mètres de long. C'est la hauteur de la tour de la Terre. Voilà. C'est une attraction familiale. Les parents peuvent venir avec leurs enfants et peuvent aussi embarquer leurs accessoires. Donc l'avantage, c'est à l'amont et en aval de chaque wagon, on dispose d'une plateforme sur lesquelles on peut quand même disposer des poussettes et tout ça. Voilà. Vous mettez des poussettes ici sur les Voilà, c'est ça. C'est des fauteuils roulants aussi. Voilà, des fauteuils pareils. Donc il y a des wagons qui sont prévus à cet effet. Adaptés. Donc qui sont adaptés. Bien, je vous invite à monter, à prendre place dans un wagon. Allons-y. Alors Julien, tu as un vrai puits de connaissances. Comment tu as fait pour cumuler tout ce savoir au fil des années? Moi, initialement, j'étais sur les rollers. J'ai débuté sur les rollers, plus particulièrement Space. J'ai travaillé aussi sur les DAC. Et à un moment donné, on m'a proposé d'être en shadow avec mon ancien collègue qui était lui en charge du Simtrain. Donc, c'est ce que j'ai dû faire pendant quelques années. Quand il était absent, je le remplaçais. Donc, je participais aussi à l'activité du Simtrain. Et il est venu le moment où on m'a confié l'attraction. J'ai trouvé que c'était très intéressant mécaniquement sur le fonctionnement des véhicules authentiques. Donc, je me suis très vite adapté, je me suis documenté, je me suis appuyé sur le savoir et l'expérience des techniciens qui travaillaient déjà là. Et voilà, depuis, j'y suis. Il y a un ressenti avec la machine. C'est pas comme une voiture où on met le contact et on démarre. Un train, ça chauffe, ça monte en température. Du coup, tu es devenu un super passionné des... Ah, j'adore les machines à vapeur, j'adore les machines à vapeur. Donc ça ne se limite pas qu'à Disney en fait.
ça s'étend même à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des petits trains en France qui m'intéressent, ou même en Europe, où j'apporte la même curiosité en fait, savoir comment ça fonctionne. On m'invite de temps en temps à voir comment ça fonctionne. Je vais voir comment font les autres aussi, avec leur machine à vapeur. Et quand j'ai un souci, quand j'ai besoin d'une solution, voilà. Donc, t'es devenu un vrai passionné de train comme Walt Disney l'était. Ouais. C'est passionnant. Et une aventure qui, j'espère, va encore continuer bien longtemps, puisque même les techniciens qui sont ici, ils sont très attachés à leur machine. Justement, est-ce qu'il y a des nouveaux cast members, des plus jeunes qui arrivent, à qui tu transmets cette passion du train? Je réalise des shadows. Il y a beaucoup de techniciens du parc qui me demandent de venir faire un shadow. Je les accueille très volontairement. Ils en sont ravis. N'attendent qu'une chose, c'est qu'une place se libère pour pouvoir faire preuve de candidature. J'imagine qu'il y a de l'attente. Oui, il y a de l'attente. Je vous conduis jusqu'au premier passage à niveau qui est juste derrière. Donc, c'est le passage à niveau de Frontierland. Pour vous montrer un peu l'endroit où ont été réalisés très récemment des travaux et pour lesquels on était obligé, pour validation, sortir la loco pour faire le tour à plusieurs reprises pour s'assurer que l'équipement fonctionnait confortablement. Des tronçons ont été réaménagés, remplacés de ce côté-ci de la gare et même en amont. C'est la partie qu'on voit un peu plus haut qui va vers Chaparral. Et pour ce faire, il a fallu procéder à un roulage avec un équipement, le train qu'on a vu ce matin dans l'atelier, pour pouvoir valider cette opération. Donc ici, c'est le château d'eau. C'est le château d'eau. Oui. Comment vous procédez au ravitaillement des trains Alors, le ravitaillement se fait ici. Donc, à chaque tour de circuit, en fonction de l'utilisation qui a été faite, les cast members vérifient le niveau de leur tendeur, c'est-à-dire le tendeur, la cuve qui se trouve à l'arrière du train, à l'arrière de la locomotive, et nécessairement se positionnent ici pour se réavitailler en eau. Donc, ils ont ici un bec verseur qui vient, une goulotte qui vient se mettre sur le tendeur et par le biais duquel ils viennent déverser une quantité d'eau en un temps record. C'est une fois tous les tours? Une fois tous les tours. Écoute Julien, encore merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. On est allé dans un endroit qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et on ressent toute la passion que tu as pour ton travail. Tout le plaisir a été pour moi. Et maintenant qu'on a rencontré Julien avec ses collègues, on vous propose de partir vers les Caraïbes. Pour trouver une autre équipe en charge de la maintenance de cette attraction culte. Allons-y! Bonjour Chloé, vous allez bien? Très bien, on est ravis d'être ici à Pirates of the Caribbean, une des attractions, je pense, préférées des visiteurs et puis aussi assez complexe, donc intéressante pour nous et pour toi, j'imagine. Tout à fait, j'ai plein de choses à vous montrer sur tous mes équipements et sur le travail que mes équipes a réalisé depuis ces quelques mois. Alors, je suis manager show et audio-vidéo sur le parc 1. Donc, j'ai 2 équipes sur le territoire 1 qui ont travaillé dans Pirates des Caraïbes. J'ai ma première équipe show, donc qui s'occupe des animatronics, des effets spéciaux et de la partie lighting de l'attraction, ces différents effets lumineux que je vais vous faire voir à l'intérieur. Et j'ai une autre équipe qui s'appelle l'équipe audio-vidéo. Elle s'occupe de tous les éléments audio de l'attraction et visuels par des vidéoprojecteurs que je vous ferai voir aussi à l'intérieur. Ok, tu vas nous montrer tout ça. Chloé, avant toute chose, je crois qu'on t'attend sur le chantier du château de la Belle au Bon Ordre. Et oui, je vais devoir vous quitter et on se retrouvera tout à l'heure. Et puis bonne visite, profitez bien. Et tu verras les images qu'on tourne. Merci, à tout à l'heure. Il faut savoir que l'éclairage de la file d'attente a toute son importance, surtout à l'entrée de l'attraction. Et on a fait en sorte, le réglage a été fait en sorte que le niveau, la puissance lumineuse est plus important à l'entrée de l'attraction. Et au fur et à mesure que le visiteur avance dans la file d'attente, l'intensité lumineuse, on l'a diminuée pour faire en sorte que l'œil du visiteur s'habitue à cet éclairage un peu plus sombre. Là, nous nous trouvons dans la zone embarquement-débarquement. On a profité de cette fermeture pour rajouter de l'éclairage LED sous le quai d'embarquement et de débarquement pour améliorer la visibilité au moment de l'embarquement. Lorsque l'eau est présente dans le flume, le rendu est vraiment sympa. Là, on arrive dans la scène 7 et actuellement, il y a Julien et Alex qui sont en train de faire des réglages
sur la partie animation et sur la partie effets spéciaux. Donc on peut voir les différents canons avec les effets de fumée et les 3 gunners. Ils ont fini d'intervenir et ils sont en train de peaufiner les réglages. Alors Julien, ici on est dans une scène qui est particulièrement impressionnante, celle de l'Inferno. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre travail sur les audio animatronics de l'attraction? Alors au quotidien, on s'occupe de tout ce qui est maintenance préventive et corrective des animatroniques. Par exemple, s'il y a une panne ou une casse ou une fuite. Donc on s'en occupe chaque nuit. Est-ce que vous avez profité de la fermeture prolongée du parc Disneyland pour faire des travaux de plus grande envergure que vous n'aviez pas eu le temps de faire en général? Alors on en profite que notre resort est fermé pour justement affiner les mouvements, les rendre un peu plus réalistes. On a profité de refaire complètement certaines figures qu'on n'a pas eu le temps de faire en 2017. Donc on a profité de cette fermeture pour faire ça. Quelle est la complexité de cette scène en termes de mélange d'effets spéciaux et d'animatronics? Et ici, c'est une scène assez spéciale parce qu'on mélange du coup l'animation avec les figures. On a le F1 qui a beaucoup de mouvements et après les gunners, c'est 3 autres pirates sur le galion. Et on a aussi tous les canons avec un effet de fumée fait par du CO2 liquide, l'animation du canon. Donc là, ton collègue, que fait-il exactement sur sa console? Alors là, mon collègue a ce qu'on appelle la remote. Donc c'est la télécommande pour contrôler entièrement les mouvements des animatroniques. Donc là, il en profite pour faire des réglages, affiner certains mouvements pour le rendre plus réaliste. C'est très long. Par exemple, une figure comme le F1 qui a une quinzaine de mouvements, on peut en général le faire en une nuit, mais il faut au moins une nuit pour faire un animatronique, donc une journée. Alors, actuellement, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les tunings. Donc c'est en fait, on prend la main sur chaque mouvement de la figure, on les prend en manuel grâce à cette boîte qu'on appelle une boîte à piglettes, et ce qui nous permet de prendre la main. Par exemple, là, je suis actuellement sur le head turn, donc la rotation de la tête, voilà, ce qui nous permet d'avoir le graphique, qui nous permet d'avoir le retour du capteur, parce que chaque mouvement est équipé d'un vérin hydraulique ou pneumatique, et on a un retour capteur de la position exacte du mouvement, ce qui nous permet de savoir à quelle position est le mouvement, s'il y a des problèmes, et surtout ce qui nous permet de faire la régulation. Ce qui nous permet d'avoir aussi des grosses accélérations sur des mouvements assez importants, comme là le head turn, on peut le faire tourner assez rapidement. Et sur une tête comme lui, il a tous les mouvements de tête. Donc on va avoir en direct. voilà. Donc là on va avoir le head node qui permet de faire lever et descendre. On a le head tilt pour le faire orienter sur le côté, et également la bouche. Je sais pas si on va la voir beaucoup, mais on a la bouche aussi. Donc voilà, je vais te proposer de prendre la main sur quelques mouvements. Donc là tu as le Ah ouais, là je lève le bras voilà, et je le mets. tu as le bras du F1, le Et on capitaine. peut vraiment l'accélérer, quoi. Ah oui, oui, Je crois que c'est les c'est dernières générations d'animatroniques qui permettent ça. oui, c'est ça. On peut vraiment faire l'accélération qu'on veut. Ah ouais. Écoute Alex, je te remercie beaucoup pour cette super expérience. Bon courage pour la suite de votre travail et pour la réouverture. Merci. À bientôt. Alors Samuel, qu'est-ce que tu nous montres maintenant? Alors Mathias, on va aller en direction en scène 12, on va voir mon équipe audio qui est en train de travailler sur des vidéoprojecteurs. Parfait. Allons-y. Nous, on s'occupe de toute la maintenance audio et vidéo, donc dans les attractions, c'est sur tout ce qui est vidéoprojection. Et dans le parc, en général, on s'occupe de tout ce qui est audio des boutiques, des chars, de la route de la parade et de tous les lands sur Presqu'île et du terrain, donc Adventureland et Fantasyland. Du coup, sur la scène 12, donc la ville en feu, c'est la scène où on a le plus de vidéoprojecteurs de toute l'attraction, à savoir que dans toute l'attraction, du coup, on en a 23, et rien que sur la scène 12, on en a 7. Donc en fait dans la réhabilitation on teste toutes les pistes, en fait on écoute toutes les sources, voir si elles fonctionnent toujours. Et après tous les haut-parleurs sont testés les uns après les autres avec un bruit rose qui permet d'avoir tout le spectre audio en même temps. Il y a 258 haut-parleurs. Donc Samuel, écoute, c'est devant cette scène, une des scènes finales de l'attraction Pirates of the Caribbean que l'on se sépare. Merci beaucoup pour cette visite guidée qui nous a appris plein de choses sur tous les effets spéciaux de cette attraction vraiment immersive, réellement magique. Ce fut un plaisir de vous faire découvrir les métiers de mes équipes et j'ai hâte de te retrouver et surtout retrouver nos visiteurs le jour de la réouverture. Et maintenant, on va tout de suite retrouver Chloé qui se dirige rapidement vers le château de la Belle au Bois dormant. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Salut David, ça va? Moi ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir sur le chantier
du symbole de notre parc. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et un peu nous parler de ce que tu fais du coup sur ce chantier d'envergure? Je travaille au sein du département FM, où j'occupe le poste de senior manager construction. Et voilà, le château est une des grosses réhab, mais c'est vrai que c'est la plus importante aujourd'hui, pour nous en tous les cas. Notre mission est essentiellement les grosses réhab majeures de nos parcs et hôtels. En ce moment, on est en train de terminer une partie des changements des tourniquets des Walt Disney Studios et du parc Disneyland Paris. Et d'autres sont en étude. Voilà, on profite vraiment du contexte qui nous autorise à travailler le jour, notamment, parce que ces grosses réhab sont souvent en temps masqué, donc en dehors des ouvertures du parc. Et là, c'est vrai que le contexte nous autorise à avoir cette capacité de travailler sur toutes des grandes durées, notamment le jour, la nuit, le matin, etc. Donc voilà, Chloé, donc nous sommes entre le carrousel et le château. Donc on est vraiment là, tu vois, une partie du château qui est complètement bâchée. Ça nous permet de travailler un peu à l'abri. On fait beaucoup de travaux de remise en état de peinture, des enduits de façade, enfin toutes les finitions. Donc ça nous permet d'être complètement, pratiquement hermétique à la pluie, au vent, etc. Donc là, c'est toutes les toilettes qui viennent d'être faites. Là, oui, effectivement, là, on est face à une toiture qui est en cours de rénovation. Donc, comme tu peux le voir, on voit des ardoises là qui sont peintes, posées avec un système de crochet. Donc, on est vraiment sur une pose très traditionnelle, hein. La pose d'ardoise se traite comme ça. Elles sont toutes taillées, toutes les ardoises sont taillées à la main, peintes à la main, une à une. Il y en a 15 000 à peu près sur cette opération. 15 000? Oui. Et est-ce que les 15 000 du coup sont réhabilitées ici ou est-ce qu'elles sont faites dans des ateliers à part? Alors elles sont prédécoupées en atelier. Il y a d'abord un kelpinage, c'est-à-dire que déjà en amont ils savent exactement à peu près où vont les tuiles. Donc c'est de l'étude d'abord en atelier, une préparation en atelier, et une fois qu'elles arrivent ici, il y a les finitions qui sont faites uniquement sur place. Et en termes de cahier des charges, au niveau du respect des couleurs, comment ça se passe? Est-ce que vous collaborez avec Walt Disney Imagineering aussi pour que toutes les couleurs d'origine soient respectées? Oui, tout à fait. On travaille avec avec l'équipe artistique, hein, de la Walt Disney Imagineering. Tout est vu en amont avec eux, donc ça fait partie de cette phase d'étude dont je te parlais, des 1 an et demi d'études, où tout est vu, les couleurs, la façon dont c'est posé, etc. Donc il y a eu d'abord, c'est vraiment du partenariat, hein, parce que forcément, on n'a pas tous la technique de cette pose traditionnelle. Donc c'est un échange entre le bras frère qui nous explique comment ça doit être posé et nos équipes créatives. En tout, c'est combien de tourelles là, qui ont été déjà réhabilitées? Une quinzaine. Alors c'est assez particulier parce qu'on a fait le choix, par exemple, tu vois, ces toitures-là, ces tourelles, on a décidé de les couper, les originales, les ramener à l'atelier, les traiter en atelier, les reposer. Donc elles sont grutées, sur site, pratiquement finies. Ça nous aide en tout cas à gérer la partie problèmes climatiques, hein, d'intempéries, etc. On est dans une période où on sait qu'il pleut, qu'il peut faire froid, etc. Donc on a fait ce choix-là. Donc les études en amont permettaient aussi de faire ce choix stratégique. Donc on a décidé qu'on allait en enlever 15, les traiter en atelier chez le bras frère et les ramener ici. Et cette toiture, par exemple, que tu vois juste devant toi, est faite ici parce que c'est pas quelque chose qu'on peut démonter. Tu vois, c'est assez complexe en termes architectural. Au niveau architecture, c'est un peu compliqué enfin en tout cas, imaginer enlever toute cette partie-là, par exemple, c'était complexe. Alors que les toitures telles que celle-ci, c'était plutôt facile. Mais voilà, écoute, ça c'est une autre des étapes de la réhabilitation du château. Là, on est face à une partie de la façade du château. Donc, on a refait tous les enduits décoratifs. Et là, on est dans une phase de remise en peinture. Comme tu peux le voir,
Alors bien sûr, tout ça est précédé par du nettoyage, etc. Mais là, on est vraiment dans je dirais l'avant-dernière étape en tout cas, peinture. Et après, il y a des patines qui vont s'appliquer sur les pierres, sur les ornementations. Ça a pris combien de temps là pour l'instant à réaliser ce que vous avez fait? Écoute, ça a pris quelques semaines. Là, on est vraiment, quand on sait qu'on a démarré cette réhabilitation en janvier, tu vois, c'est quelques semaines pour arriver à ce niveau à cette étape-là. Tu sais à peu près combien de personnes ont travaillé sur les enduits là pour l'instant? Écoute, il y a un certain nombre, je ne pourrais pas te dire exactement, mais parce que ça varie suivant, je dirais, l'avance que nous avons sur l'opération. Mais là, les peintres, il y a une vingtaine de peintres en permanence qui sont sur le château. Je te propose de monter encore de quelques étages, comme ça je vais te montrer d'autres zones qui sont partiellement terminées ou en cours de finition. Je pense que je n'ai jamais été aussi proche de cette zone du château. Est-ce que tu peux nous parler de l'échafaudage en fait? Un des enjeux, c'était avoir le moyen le plus efficace qui permette à tous les ouvriers de travailler de plein pied à chaque fois. Tu vois, ils travaillent debout, et tout est accessible. Donc c'est vraiment l'échafaudage, c'est une vraie prouesse technique parce qu'on couvre totalement le périmètre des travaux. Et ça permet de faire ces travaux de peinture. Mais tu vois, par exemple, là, on est sur un autre niveau de finition. Donc là, on est vraiment dans de la peinture de finition avec les patines qui font ressortir les bois, les briques. Les travaux culminent jusqu'à combien en termes de hauteur? On couvre complètement le château. Donc on est au-dessus de la dernière toiture et de l'épi doré. Donc on est vraiment... on accède à tout. Des ouvriers super-héros qui montent carrément tout en haut du château. Oui, mais toujours en totale sécurité. Ouais, toujours en totale sécurité, parce que comme tu le vois, à chaque fois, on se retrouve dans le même environnement, accessible, protégé par les bâches. Donc, vraiment, là, ils sont dans l'environnement est idéal pour travailler et pour atteindre la qualité que l'on demande. Alors, tu vois, là, on est au niveau de la partie haute des toitures qu'on a refait en ardoise. Et là, tu as les épis que tu vois ici, qui ont été complètement refaits en feuilles d'or. Donc c'est vraiment aussi du travail très traditionnel, hein. C'est ce qu'on revoit sur les grands monuments parisiens. On a ces finitions en feuilles d'or. Est-ce que c'est fait sur place? Alors celles-ci ont été faites en atelier et on a d'autres éléments qu'on ne peut pas démonter et qu'on traite directement sur place. David, je te remercie sincèrement de m'avoir fait découvrir ça. C'est incroyable et je pense que ça se fait une seule fois dans une vie. Et je pense que ceux qui regarderont l'épisode sont super contents de voir tout ce que vous faites pour entretenir l'icône de notre parc. Alors merci. Je t'en prie, c'était un plaisir de t'accueillir sur ce chantier. Et puis du coup, on va retrouver Mathias qui va sortir de l'attraction Pirates des Caraïbes. Ah, ça s'annonce vraiment magnifique. Encore merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode qui touche malheureusement déjà à sa fin. Et oui, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouvera pour un 4e épisode qui s'annonce être épique et héroïque. En effet, on vous amènera au cœur du Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. En attendant, passez une excellente semaine et à très vite. À très bientôt. Ciao.